Jean-Paul Sartre nous enseigne que la liberté, ce n'est pas de pouvoir ce que l'on veut, mais de vouloir ce que l'on peut. Mesdames et messieurs, les 13h sur toute l'étendue du territoire national, vous faites bien de regarder Canada International. C'est l'instant du journal de la vraie information de la mi-journée. Je vous livre le sommaire. Sam 3 et Tchang en deuil. Un glissement de terrain fait une dizaine de morts et de disparus à Bafoussam 3, tandis que les pluies diluviennes ont provoqué des inondations dans certains quartiers du chef-lieu du département de la Ménois. Jean-Claude Mba, directeur général de la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale, appelle les entreprises à s'ouvrir de plus en plus au monde. Il était ce matin en face de la presse au siège de la Bourse. Douala se souvient de la disparition de Françoise Foni, ancien maire de Douala 5e, mais la rue qui porte son nom sera inaugurée plus tard. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Ouvrons ce journal avec cette catastrophe survenue à l'ouest du Cameroun, plus précisément à Bafou, qui porte le deuil. Un glissement de terrain fait au moins 10 morts, une cinquantaine de disparus, encore ensevelis, 11 maisons englouties dans la boue. Arrivé sur les lieux aux premières heures de la matinée, Georges Elanga Obam, ministre de la décentralisation et du développement local, en séjour à l'Ouest, a offert 25 millions de francs CFA pour l'accompagnement des victimes en urgence. Retrouvons sur les lieux de la catastrophe Walter Bertrand et Dimitri Kweta pour les détails. Bonjour Charles Itok. Incident grave à Bafoussam 3, quartier Gouaché, Blorcite. Un glissement de terrain a emporté au moins 11 maisons, tué déjà 7 corps, sans oublier 50 personnes portées disparues. Les populations, les autorités sur place tentent d'apporter leur soutien pour récupérer et sauver ce qui est encore possible. C'était autour de 22 heures. J'ai compris seulement un bruit. Je suis sorti de la maison, il y avait la fumée qui avait envahi. C'est quand quelques minutes passées que je constate que c'est l'endroit qui s'est écoulé. J'entends les cris vers le haut. Avant de monter comme ça, constater, il y avait 11 maisons à partir d'ici jusqu'en bas qui s'est écoulées. Nos services ont été saisis depuis 21h30 pour un éboulement de terrain. Nous nous sommes mobilisés et depuis effectivement ces 21h, nous avons fait des découvertes macabres qui s'élèvent au nombre de 6 victimes décédées. Pour le moment, selon les renseignements recueillis auprès du chef de bloc, il y a encore 47 personnes qui ne répondent pas à l'appel. Et nous nous attelons jusqu'à présent avec la cohésion des autres forces et de la population à effectivement procéder aux différentes fouilles et nous espérons que d'ici quelques temps, ces fouilles porteront leurs fruits. Via la mairie de Bafoussam 3e, sur le territoire de laquelle cet incident est survenu, un appui de 25 millions de francs soit mis à la disposition du maire pour que, sous la supervision du gouverneur et du préfet, on regarde ce qui peut être fait pour que tout de suite un soutien soit apporté aux familles qui sont concernées et qu'un accompagnement soit donné aux acteurs qui interviennent en ce moment sur le terrain. Les fouilles continuent, les corps sont aussitôt repêchés. Walter Bertrand, Dimitri Kweta, Canada International. Merci Walter Bertrand. Toujours dans le sillage des catastrophes, allons maintenant dans le département de la Ménois où plus d'une dizaine de familles à Tchang sont sans abri et pour cause des inondations qui ont envahi leur domicile. Les habitants des quartiers Madagascar et du pont Calamé
ont souffert le martyre face aux eaux qui ont débordé le drain. Sur ces entrefaits, une descente sur les lieux du maire et de l'administration locale est prévue pour soutenir les sinistrés et trouver des solutions à leurs problèmes. Détail avec Eric Matani. Des dégâts matériels importants causés ici par les inondations dans les quartiers Madagascar et lieu-dit Pont Kaplami. Nous sommes à Tchonk, ville touristique et estudiantine. Ces inondations surviennent après de fortes pluies abattues dans la ville dans la nuit du 28 octobre 2019. Depuis 1 heure du matin, aucun habitant n'a pu dormir car il fallait lutter contre les eaux qui ont envahi les domiciles, contraignant les populations à être à la belle étoile. Justement, depuis 1 heure qu'il y a des eaux par là. On a justement essayé de porter nos choses et en fait, sécuriser en fait. Il y a même des étudiants apparemment qui ont perdu beaucoup de choses, comme nos camarades étudiants qui sont de l'autre côté là. Oui, on a passé toute la nuit. Regardez le quartier et après les enfants, on a abandonné. Tous les enfants sont dehors. Regardez même notre passage, toute une nuit dehors, à 1 heure du matin. Là, vraiment, c'est insignifiant. C'est vraiment, nous sommes dépassés. La dernière inondation à Tchang date de 2014, une situation qui avait d'ailleurs amené l'exécutif communal de la commune de Tchang à curer les drains de passage d'eau. Cette autre inondation met en cause l'incivisme des populations qui non seulement déversent les déchets ménagers dans les ponts et les caniveaux, mais y construisent également des maisons. L'exécutif communal a également sa part de responsabilités qui doit veiller au bien-être des populations en prévoyant ce genre de catastrophes, tout en interdisant les constructions anarchiques. Quant au maire de la commune de Tchonk, il entend faire une descente sur les lieux qui deviennent de plus en plus dangereux pour les populations. Allons dans la capitale politique et parlons de cette agression survenue dans la nuit du vendredi à samedi dans un bus de l'agence Binam Voyage. En effet, des loupards sans foi ni loi ont racolé le bus au lieu-dit Mobile Emana pour Bafoussam. Ceux-ci ont sorti armes et couteaux à Obala et dépouillé tous les passagers de leurs biens. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Tentative de réponse avec Delphine Fonkoutene et Bertrand Tassé. Banc de touche, là des babouches abandonnées, des bouts de papier jetés ça et là, et l'aspect de la verdure témoigne encore de l'événement déroulé à cet endroit. Nous sommes en Colmélène, précisément au lieu dit entrée lycée technique d'Obala. C'est ici qu'ont été dépouillés les plus de 70 passagers à bord de ce bus de l'agence Binam Voyage. Ceux-ci ont été dépossédés de leurs biens, de leur monnaie, bref, de tout ce qui devait faire plaisir ou alors intéresser ces présumés braqueurs. Le film se déroule alors dans la nuit du vendredi à samedi dernier. Un bus de transport en commun décolle de l'agence Binam Voyage à destination de Bafoussam avec à bord 70 personnes. Mana, le passé du Bafoussam, mon enfant l'aime. On a 2600 ans Bafoussam, mon enfant l'aime dans la voiture. Opération de racolage communément appelée Ntama, validée. 4 passagers en plus transportés. Le voyage se déroule sans anicroche jusqu'au lieu dit Carrefour Obala. Au niveau des chargeurs d'Obala, il y a un monsieur qui sort derrière avec l'arme, il vient poser sur ma tête. Que j'obéis tout ce qu'il va me dire. Que va à 30 à l'heure. Ils sont en train de monter. Il y a un véhicule qui est en train de me dire ralentir, la voiture la passe. Il ralentit, on a démonté, on monte. Et on arrive à l'entrée du lycée, il me fait virer en brousse. Trajectoire déviée pour une destination inconnue. À bord, des passagers pour la plupart endormis. J'ai vu seulement quelqu'un avec la machette qui disait que personne ne bouge, tout le monde les met dans la tête. C'est comme ça. Après, il a demandé s'il y avait les passagers qui avaient l'arme sur eux. Il me demande les clés de la voiture, il met dans sa poche. Il descend. Son frère qui était en bas, il me dit tu as combien? Je lui ai dit voilà, j'ai 40 000 sur moi, il prend. Où est ton téléphone? Il dit donne-moi ton téléphone, j'enlève mon téléphone, je lui donne. Il prend encore mon chapeau, il met sur lui, il me couche dans les herbes. Début de l'agression, tous appelés à coopérer. Moi-même, tu enlevais tout, tu lui donnais. Mais ils ont dit qu'il y aura une dernière fois qu'on va descendre les passagers un à un. Là, si tu as laissé 100 francs, c'est là où ça sera un autre problème. Pris de panique, les passagers offrent téléphone, bijoux, argent en espèces et voire en électronique. On dit que nous sommes là pour l'argent.
Et si vous voulez que ça tourne mal, ça va tourner mal. La fouille se poursuit jusqu'au moment où l'un des agresseurs chargé de surveiller les passagers au sol à Printemps soupçonne son collègue de s'emparer de la plus grosse partie du butin. Débutent alors les querelles. À un moment, mon convoi s'est échappé. Pour aller maintenant pour venir aussi au commissariat signaler. Le commissaire de police d'Obala et son équipe se déploient alors sur le terrain, ramènent les passagers affligés qui sont enregistrés. En présence des responsables de l'entreprise, 2 tiers des passagers décident de retourner sur Yaoundé. Nous avons tenu, échanger et donner l'équivalent d'un billet de transport aller-retour pour ceux qui sont partis ou pour ceux qui ne sont plus partis. D'abord en urgence parce qu'ils demandaient réclamation de leurs frais de transport. Maintenant, en ce qui concerne leurs effets qui étaient emportés, la police d'Obala et la police du 6e, le commissariat du 6e, ont des traces, ont des indices qui leur permettront, s'ils prêtent à Dieu, de retrouver ces bandits qui courent encore afin de récupérer les objets emportés. Ces enquêtes permettront notamment de confirmer ou d'infirmer l'identité de l'un de ces présumés agresseurs dont l'image alimente la toile. Le chauffeur du bus en question, gardé depuis lors pour exploitation au commissariat d'Obala, a été transféré à Yaoundé ce lundi. Il est annoncé ce mercredi 30 septembre une réunion entre les passagers de ce bus et les responsables de l'agence Binam Voyage. En économie, la bourse reste un moyen essentiel pour le financement des entreprises. Ce mardi, au siège de la Bourse des valeurs immobilières de l'Afrique centrale à Douala, son directeur général, Jean-Claude Ngba, était face à la presse pour appeler les États à mettre sur le marché leurs actions. Les sociétés doivent s'ouvrir au monde. Une vaste campagne de sensibilisation des acteurs économiques est annoncée. Je vous propose d'écouter Jean-Claude Ngba au micro de Lil Pidjou et de Marius Kossou. Chaque État et ses démembrements vont pouvoir placer sur le marché financier, le marché boursier, les actions qu'ils détiennent dans certaines sociétés, privées ou publiques. C'est une mesure phare qui nécessite évidemment de voir l'encouragement que les États veulent eux-mêmes et qui doit donc entraîner par la suite les sociétés privées elles-mêmes, les opérateurs privés eux-mêmes. Dès le moment où chaque État va placer sur le marché 2 ou 3 ou 4 opérations, on pense que la crédibilité étant là, le bénéfice étant là, les opérateurs privés pourront comprendre que la bourse reste un moyen essentiel pour le financement de leur entreprise, pour montrer qu'elles sont crédibles, pour montrer qu'elles ont de l'avenir. Parce que venir à la bourse nécessite évidemment une transformation de la mentalité, de la culture. Une société doit être ouverte. Or, vous le savez aujourd'hui, nous avons chez nous, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Gabon, en Guinée équatoriale, au Congo, au Tchad, en RCA, les sociétés restent fermées. Les responsables des sociétés restent encore fermés. Les conseils d'administration restent encore fermés. Or, il faut passer de cette fermeture, n'est-ce pas, des entreprises vers une ouverture qui est la seule garantie du développement d'un pays. En ce moment se passe l'ouverture officielle du salon pour la promotion des études françaises au club Camtel de Bépanda à Douala. Cette 8e édition du SAPEF a pour but la promotion des filières conduisant au métier de l'environnement et du développement durable. Plusieurs établissements du Cameroun et de la France y prennent part à ce salon. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Parlons maintenant de toute autre chose. Les 4 pays de la Commission du bassin du lac Tchad ont besoin de 7 milliards de francs CFA pour stabiliser la sous-région. La stratégie relative est vulgarisée depuis hier à Yaoundé. Il est question de sensibiliser les cibles en vue d'apporter les réponses efficaces
aux différentes menaces qui pèsent dans cette zone ô combien économique et stratégique. Plus de détails avec Bran Kamga et Hubert Noutier. Les 4 pays riverains du bassin du lac Tchad, à savoir le Niger, le Tchad, le Nigeria et le Cameroun, souffrent d'un mal commun, les violences perpétrées par le groupe extrémiste Boko Haram. La stratégie régionale de stabilisation de la Commission du bassin du lac Tchad est vulgarisée depuis ce 28 octobre à Yaoundé. On va aborder d'abord le problème humanitaire et puis petit à petit on avance vers le développement. Premier arrêt du secrétaire exécutif de la Commission du bassin du lac Tchad ce lundi à Yaoundé, le ministère de l'économie. La stratégie régionale qui est présentée aujourd'hui nous permet d'élaborer une feuille de route qui va permettre de faire en sorte que les conditions les meilleures puissent être créées dans la promotion du développement économique et social. Ça commence par la stabilisation, ça va être suivi par le redressement et la résilience. La stratégie de la CBLT, qui va de 2018 à 2023, vise à juguler l'insécurité alimentaire et sociale, les changements climatiques dans 8 régions cibles du projet, dont l'extrême nord et le nord au Cameroun. Attendu du ministère de la Justice, le respect des droits de l'homme et l'égalité de genre. Nous avons promis, n'est-ce pas, au secrétaire exécutif de la commission du bassin de lac Tchad que nous allons jouer tout notre rôle. Et ce ne serait pas étranger puisque nous y sommes accoutumés. Cas pratique du séjour de cette délégation au Cameroun, la signature d'un accord de rétrocession avec le Minepat, conférant à la CBLT la gestion du prêt de 6,3 milliards de francs CFA. Il s'agit d'adresser les besoins immédiats des groupes vulnérables dans l'extrême nord du Cameroun. La stratégie régionale de stabilisation, c'est 7 000 milliards de francs CFA à mobiliser sur 9 piliers avec 40 objectifs stratégiques pour la commission du bassin du lac Tchad. La 4e édition des Journées de l'économie sociale est ouverte depuis ce mardi à Yaoundé. Les acteurs des petites et moyennes entreprises des 10 régions du Cameroun présentent leur savoir-faire sous l'égide du ministère de tutelle. Prenons tout de suite la route du palais des congrès de Yaoundé où Bran Kamga nous attend. Bonjour Bran, qu'en est-il des Journées de l'économie sociale ? Bonjour Robert, les acteurs de l'économie sociale sont parfois relégués au second plan alors qu'ils constituent, à en croire les chiffres du ministère de l'économie, un peu plus de 90% des activités menées au Cameroun. Eh bien, depuis ce matin, vous l'avez dit, ici au palais des congrès de Yaoundé, ils se sont regroupés, acteurs, producteurs venus des 10 régions du Cameroun pour étaler leur savoir-faire à l'occasion de cette 4e édition des Journées nationales de l'économie sociale placée sous le prisme des grandes opportunités du président Paul Biya. Le chef de l'État, dans son projet de société, avait prôné un libéralisme communautaire qui affranchisse l'homme et qui, en fait, rétablisse l'homme dans sa dignité, avec une promotion de la justice sociale, une promotion d'une économie qui participe activement à une redistribution des fruits de la croissance. L'objectif de cette 4e édition des Journées de l'économie sociale est bien sûr de permettre aux différents acteurs de l'unité de l'économie sociale d'induire un développement inclusif au Cameroun à travers le développement des partenariats multiformes. Je vous propose une fois de plus d'écouter le représentant du Premier ministre, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises de l'économie sociale et de l'artisanat, Achille Basile King III. Pour s'assurer que finalement tout le tissu social, tous les acteurs, tous les entrepreneurs de l'économie sociale, comme un seul homme, agissent dans le sens de la réalisation du projet de société du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Il sera donc question pendant 3 jours ici au Palais des Congrès de Yaoundé, non seulement de découvrir le savoir-faire de ces agriculteurs partis du Ngok et Tunja, du Ndiang ou encore du Noun et bien sûr de Touboro dans le Grand Nord Cameroun pour venir exposer ce qu'ils savent faire de mieux, l'économie sociale. Comme je vous le disais, parfois reléguée au second plan alors qu'elle occupe une place importante dans l'économie du Cameroun. Depuis le Palais des Congrès de Yaoundé, Bran Kamga, Hubert Noutier pour le 13h.
Poursuivons de 13h avec ce jour se tient la première session du comité de pilotage de la deuxième phase du projet d'appui à la gouvernance financière PAFIC 2, coordonné par Yaouba Abdoulaye, le ministre délégué auprès du ministère des Finances. Les détails avec Rachel Basseguena, c'est Jalin Zebou. Après la signature de la convention du projet d'appui à la gouvernance financière 1, jugé positif par l'Agence française de développement et le ministère des Finances, ici à Yaoundé, est tenue la première session du comité de pilotage de la deuxième phase du projet d'appui à la gouvernance financière, en présence du ministre délégué auprès du ministre des Finances et du directeur de l'Agence française de développement pour une séance de travail bien établie. Ce projet vise à renforcer les capacités de l'État à contrôler et à maîtriser l'exécution de son budget à travers la réforme comptable et l'optimisation de la trésorerie. Un plan de travail annuel budgétisé précis qui s'étale sur l'amélioration du pilotage de l'exécution budgétaire dans un contexte de rigueur, de consolidation et de raréfaction des ressources, la réforme des finances publiques consacrée par les directives CEMAC de 2011 et la loi RFE de 2007, telle que modifiée par la loi RFE-AEP du 11 juillet 2018, renforcer la gestion prévisionnelle de la dépense afin de permettre à l'État de disposer, au moment opportun, la trésorerie nécessaire pour faire face à ses engagements budgétaires. Le directeur de l'Agence française de développement souhaite alors: il y a aussi besoin d'une information et d'une collecte, d'une disponibilité d'informations qui passe aussi par des outils de gestion modernes. Je souhaite à toutes et à tous tous mes voeux de succès pour cette opération qui ne peut aller que dans le bon sens si j'en crois les résultats de la première phase. Le comité en charge s'exécutera donc à améliorer le suivi financier et la transparence budgétaire pour permettre aux décideurs d'allouer plus efficacement les ressources publiques sur la base d'informations exhaustives et fiables afin que ce travail soit fait à bon escient. Parlons maintenant de santé. Aujourd'hui, 29 octobre, se célèbre la journée mondiale de la lutte contre les AVC, les accidents vasculaires cérébraux. Un adulte sur 4 est susceptible de faire un AVC, constat relevé de la World Shock Organization, un fait d'autant plus alarmant que la fréquence des AVC est en nette augmentation dans notre pays. Un patient sur 3 décède, un patient sur 3 vit avec un handicap sévère et une dépendance quasi totale. Seul un tiers des patients vit avec des séquelles mineures. La célébration de cette journée est axée sur le thème « Une personne sur 4 aura un AVC, ne soyons pas de celle-là ». Je vous propose d'écouter le professeur Kalis Kouyaté. Il est neurologue à l'hôpital La Quintini de Douala. Il revient sur les facteurs de risque, un extrait sélectionné par notre reporter Mireille Fleur-Defo-Fotso. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions. Parlons maintenant de Françoise Foni, feu maire de l'arrondissement de Douala 5e. Depuis lundi, la métropole économique organise plusieurs activités pour rendre hommage à Françoise Foni, ancien maire de la commune d'arrondissement de Douala 5e. Entre conférences de presse et autres articulations, l'événement qui a pour cadre l'hôtel de cet arrondissement a permis de présenter la regrettée Françoise Foni comme une guerrière. Les détails avec Yasset Rezotanon. C'est ce détail de Françoise Foni qui a été présenté dans l'arrondissement dans lequel elle a exercé pendant plusieurs années comme maire. Elle a été présentée là-bas, un hommage qui a fait d'elle une guerrière. Toujours parlant de Françoise Foni, dans le cadre des cérémonies marquant le souvenir de cette dame de fer, un pavillon du centre médical d'arrondissement de Bépanda porte désormais son nom. L'événement couplé avec la remise des dons en lit, médicaments et autres accessoires. C'est le regard de Malk Tipio. Le centre médical d'arrondissement de Bépanda présente désormais fière allure. L'inauguration du pavillon Françoise Foni a donné lieu à la rénovation des toilettes, désormais modernes.
Des dons en lits et médicaments ont été également offerts pour le bonheur des malades. Déjà parce que ça va augmenter la capacité des lits de mon hôpital, du moins de l'hôpital dont j'ai la charge. Ça va permettre aux populations d'avoir de meilleures qualités de soins en fonction du don en matériel qui nous a été offert. Et ça va nous permettre d'avoir que les malades hospitalisés puissent avoir de meilleures conditions pour leur séjour, vu les toilettes qui nous ont été offertes et des salles climatisées. Ces actions visent, selon ses proches, à perpétuer les œuvres débutées par feu Françoise Foning-Tsobni avant son décès il y a 4 ans. C'est un sentiment de joie aujourd'hui et je dirais même que c'est une leçon de vie que je retiens parce que après la mort, qu'on continue à honorer une personne, ça veut dire que cette personne a eu à faire quelque chose d'assez important dans la vie des êtres humains. La commémoration des 4 années du décès de Françoise Foning fait également la fierté de ses amis et connaissances. Parlons maintenant de la rue François Foning qui attend toujours. Le baptême de la rue Françoise Foning est reporté à une date ultérieure. Information confirmée par 2 communiqués de la communauté urbaine de Douala et de la famille de la défunte. Une des 2 filles de Madame Françoise Foning exige que la route qui doit porter le nom de sa mère soit bien entretenue et le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, Dr Fritz Tonin, qui ne néglige pas du reste ce point de vue, a engagé des travaux d'entretien sur cette rue-là. Les 2 parties retiendront une nouvelle date de la future rue Françoise Foning qui s'étend sur environ 3 km allant de l'entrée Bépanda au lieu dit Bokom-Misoke. Je vous propose d'écouter à cet effet la fille de la défunte Rosine Foning. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le département de la Léki a déjà ses nouveaux préfets. Ils ont été installés dans leurs nouvelles fonctions par le préfet du département du centre. Il s'agit des sous-préfets des arrondissements de Lobo, de Monatélé et de Vaudoula. Retour sur les faits saillants de ces installations avec Mireille Flore de Fotso. Des missions ont été assignées au nouveau sous-préfet du département de la Léki. Dans l'arrondissement de Lobo, le sous-préfet entrant a pour mission de résoudre le litige créé à cause de l'indemnisation des populations pour l'autoroute Douala-Yaoundé. D'ailleurs, avant son installation, le préfet a tenu une réunion, question de rassurer ces populations. L'heureuse du jour dit être prête à accomplir la tâche qui l'attend. Après Lobo, le préfet s'est rendu à Evoudoula pour le même exercice. Ici, c'est Michel Okalia Abadja qui est le nouveau sous-préfet. Sa principale mission, lutter contre l'insalubrité avec l'aide du maire afin que l'arrondissement retrouve son état d'antan. Bangassina n'avait pas eu d'élite comme sous-préfet. Mais depuis l'ère de Popol, nous avons nos aînés qui sont des gouverneurs, des préfets et des sous-préfets dont nos impressions sont bonnes puisque nous sommes venus nombreux. Et c'est par l'arrondissement de Monatélé que le préfet a terminé la série d'installations. C'est Flore Tiemo Twente Atangana qui est aux commandes. Vous verrez en particulier la bonne couverture sécuritaire des prochaines compétitions électorales. L'économie de cet arrondissement est majoritairement agricole, avec une préférence marquée, M. le maire l'a dit, pour la cacao. Ces nouveaux promus ont également reçu pendant ces cérémonies d'installation des documents, des clés et autres matériels de sécurité. Des défilés ont marqué la fin de chaque cérémonie. En sport, on reparle du marathon international de Douala avec ses défis relevés encore cette année. Le pari gagné d'une organisation et surtout de Canada International, Aimé Moukoko, notre reporter au four et au moulin avec l'équipe de production dans la course, nous évoque ces challenges.
Pendant plus de 4 heures de direct ce dimanche, 27 octobre, sous les antennes de Canal 2 International, de nouveaux défis viennent d'être relevés tant côté athlète que chez l'ensemble des acteurs dans l'orchestration de ce marathon international de Douala. D'abord, les marathoniens, avec plusieurs coureurs, dames et messieurs, qui ont dépassé leurs limites, tel Justin Fouami, qui bat le record de la compétition devant une belle équipe de Kenyans, plutôt experts de la discipline dans le monde. Le climat de ce matin, on était un tout petit peu inquiet avec la pluie. Heureusement que le soleil est sorti. Nous sommes plutôt contents déjà de l'arrivée du Cameroun. C'est une fierté pour cet événement qu'un Camerounais, pour la première fois que l'hymne national du Cameroun retentisse. Une armada de pays étrangers cette année, en provenance des pays d'Afrique, d'Europe, d'Asie et d'Amérique, pour un effectif total de près de 4500 participants, dont les 210 marathoniens pour les 42,195 km. Le parcours, il a été homologué par des mesureurs certifiés de la fédération. Il faudrait un travail systématique, un travail de soutien également vers ces athlètes-là qui remportent toujours la course du Mont Cameroun, qui est une course hors norme. Maintenant, il faudrait que les courses hors normes soient seulement suivies. Donc, c'est une invite auprès des pouvoirs publics et auprès d'autres partenaires. Paris gagné aussi côté dispositif technique de la Fédération camerounaise d'athlétisme avec un chronométrage électrique aux normes de la World Athletic, ce qui facilite l'homologation des différents temps réalisés par les athlètes dans chacune des disciplines. Dans le marathon, le semi-marathon, le marchathon et la marche familiale, les sportifs de tout âge se sont mêlés aux ambiances chaleureuses sur la place de l'Abbé Sequet pour l'arrivée, tout comme au point de départ à Bonasama. Un impressionnant dispositif technique et technologique de Canal 2 International qui offre aux téléspectateurs des vues inédites sur le paysage de la ville de Douala, mais aussi des compétiteurs en pleine action sur le goudron. C'est avec cette information sur le marathon de Douala que nous fermons cette édition de la mi-journée sur Canal International. Merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons de passer un très bel après-midi et rester à l'écoute de nos programmes. Au revoir.